J'ai enseigné la prise de parole en public pendant à peu près 10 ans aux États-Unis. Et à chaque fois, c'est la même chose. Je suis une personne importante avec un message important et je parle à quelqu'un d'important. S'il y a un déséquilibre dans ces trois parties, en fait, il y a plus d'échange. Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir rendez-vous avec Christine Leclerc-Scherling, docteur en psychologie internationale, ex-enseignante, femme, française, suisse, américaine, auteure, hypersensible, chercheuse, conférencière, mère de 3 enfants, co-dirigeante de l'Observatoire de la sensibilité, mais également HPI. Bonjour Christine et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Mathieu, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. J'ai cité beaucoup de casquettes et d'étiquettes te concernant, mais le tout étant plus que la somme des parties, cela met directement en avant le fait que tu n'es pas résumable à l'une d'entre elles et qu'on pourrait en citer encore beaucoup d'autres sans parvenir à te cerner totalement, ce qui, tu en conviendras, est une très bonne chose. J'aimerais présenter également Gaëtan, qui sera en régie durant toute l'émission et qui viendra à la fin pour nous partager, comme à son habitude, son point de vue subjectif. Donc nous allons commencer, si tu veux bien, par explorer ensemble ce que j'ai baptisé les 3 étapes. Je vais les résumer brièvement, puis nous développerons ce qu'elles peuvent bien représenter ou non dans ton parcours de vie. Ce que j'ai appelé moi l'étape 1, c'est l'étape du décalage où on ne comprend pas ce qu'on fait là, on se sent seul, potentiellement fou et un peu extraterrestre. Généralement c'est comme ça qu'on résume un petit peu nos sentiments. Étape 2, ce serait plutôt l'arrivée d'une étiquette ou de plusieurs étiquettes dans notre vie qui nous permettent de comprendre plus ou moins scientifiquement, mais toujours de manière plus logique, le décalage vécu dans un premier temps seul. Et donc il y a 3 choses qui se passent à ce moment-là. On sait qu'on n'est pas seul, on n'est pas fou et on est bien un peu extraterrestre à l'endroit où on a une tribu. Et l'étape numéro 3, c'est celle qui m'intéresse le plus, c'est celle où on se demande qu'est-ce qu'on va faire de tout ça et où peut-être on peut ouvrir sur notre appartenance à l'humanité qui dans un premier temps a souvent été dure à envisager. Donc voilà, je me demande à ce moment-là s'il ne s'agirait pas de réhumaniser son extraterrestre. Donc j'en arrive à ma première question pour toi, Christine. Qu'est-ce que te dit ta sensibilité là tout de suite ? Le sentiment que j'ai, c'est de me sentir chamboulée parce que pour moi, ces phases, elles sont pas dans l'ordre. C'est pas qu'elles me disent rien, mais c'est qu'en fait, moi, j'ai commencé avec une grande naïveté en trouvant que le monde était fantastique, mais avec un plaisir fou, où les choses étaient claires, elles étaient sympas, elles étaient agréables, et puis les gens, je les trouvais tous beaux, tous intéressants. Et puis après, j'ai eu plutôt une phase où les étiquettes elles étaient importantes pour les autres. J'ai vite senti que, pas assez vite, mais j'ai senti que mes parents avaient besoin de mettre une étiquette. Et puis c'est devenu enfant précoce. Et puis après, du coup, c'était presque un peu pour expliquer pourquoi je parlais, pourquoi je me comportais d'une certaine manière. Puis c'était pas très agréable, mais comme mon frère était hyper actif, du coup moi j'étais la sage, j'ai pris ça plutôt bien. Mais j'avais l'impression qu'il y avait des attentes par rapport à ça. Mais pas des attentes au niveau du succès, mais juste des attentes au niveau de la perfection. Et puis, mais sans autre, c'était juste que je devais pas prendre trop de place, je devais pas trop demander d'attention, puis que les choses roulent assez facilement. C'était plutôt ça l'attente. Et puis après, il y a eu plus de difficultés à l'école, à me faire des copains, des copines, et puis des difficultés un peu en général. Puis là, c'est peut-être l'extraterrestre. Mais moi, j'étais un peu plus dure avec moi-même. Je m'appelais plutôt un monstre qu'un extraterrestre. Donc c'est plutôt, oui, c'est plutôt, ouais, c'était assez négatif. J'ai l'impression que j'étais jamais assez, j'étais toujours trop. Puis je comprenais pas pourquoi tout avait l'air tellement facile pour les autres et pourquoi tout était tellement compliqué pour moi. Et puis, j'ai assez rapidement construit un faux self, une image que j'aimais bien, ou quelqu'un qui était justement pour qui tout était simple. Et puis, je me suis rendu compte que c'était un peu passe-partout comme ça. Et puis, vers 18 ans, j'ai plus pu maintenir cette image. Puis, elle s'est cassée d'un coup. Et puis, c'était très compliqué à reconstruire après. Et puis je suis très contente qu'elle se soit brisée, même si je conseille à personne de le briser d'un coup comme ça. Mais après, j'ai tout reconstruit. Donc tout est devenu du sur-mesure. Et puis, je me suis donné aucune limite et je me suis
amusée. Et franchement, je suis aujourd'hui le résultat de ça. Je me suis vraiment amusée. Puis j'ai commencé par des choses très basiques, hein, par l'outil, par découvrir, revenir un peu au corps, revenir un peu aux sensations. C'est là où j'ai trouvé que tout avait beaucoup plus d'intensité, que c'était beaucoup plus fort. Et puis ensuite, plutôt par la réflexion. Et puis aussi la connexion avec les autres. Et puis ce qui m'a aussi beaucoup changé, je pense que c'est les voyages. Je pense que de me donner le droit d'être quelqu'un d'autre ailleurs, de parler une autre langue, de dire d'autres choses, de vivre d'autres choses, ça m'a permis de redéfinir les mêmes choses ailleurs, de se rendre compte que c'est pas les mêmes choses et que les mêmes gens ailleurs, c'est pas du tout les mêmes gens non plus. Et puis du coup, ça m'a rendue encore plus curieuse, puis encore plus amoureuse de cette vie. Ok, ouais, ça en fait un parcours. Déjà, merci de nous livrer comme ça quelque chose de très dense et puis de très personnel d'entrée de jeu. Là, il y a quelque chose qui retient mon attention, évidemment, tu t'y attends, c'est le mot de monstre. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus pourquoi il y avait ce mot-là qui venait pour toi? C'était les regards des autres qui te renvoyaient au fait que tu sentais ce monstre que tu pouvais être à leurs yeux? Comment c'était pour toi? Non, c'était le regard de moi sur moi. C'était de quoi moi je me sentais capable. C'était l'intensité de tout, où je pouvais prendre mais absolument n'importe quoi, puis en faire un truc complètement incroyable, autant dans l'imaginaire que dans l'intensité. Toutes mes émotions, elles étaient très intenses. C'était le meilleur jour du monde, le pire jour de ma vie. Ça, c'était très aussi par rapport à l'attachement. Les gens, je les percevais très intensément, je les aimais très fortement, rapidement, puis j'osais jamais aller près d'eux à l'intensité avec laquelle j'avais envie de me rapprocher. Je me sentais toujours trop loin, trop proche. La distance était très compliquée pour moi. Euh, et puis j'avais l'impression d'être incomprise, mais pas parce que les autres me comprenaient pas, mais parce que moi je me comprenais pas. Donc j'avais une grande exigence par rapport à moi-même où je devais pouvoir m'expliquer. Je devais pouvoir expliquer aux autres qui j'étais et quand je me comprenais pas. Et du coup, je leur en voulais pas de pas comprendre, mais je me sentais isolée parce qu'ils n'est pas dans mon monde. Hmm. Ok. Et justement, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu, là, dans cette très courte période, en fait, finalement, puisque ça arrive avec un appétit très fort de connaître les autres, une intensité très forte à vouloir les découvrir, à te connecter de cœur à cœur avec eux. Et j'ai l'impression que c'est comme si tu nous disais, il y a il y a un rendez-vous manqué presque à chaque fois. Et je me posais la question, est-ce que tu en as conclu que tu n'appartenais pas vraiment à cette humanité ou que autre chose, je sais pas. Comment tu nous expliquerais ça? Alors j'ai un esprit très très scientifique. Je dois tout tester. Et puis j'ai eu une leçon de chimie, non, non, de physique, qui a tout changé pour moi. C'est c'est la présentation de la formule gravitationnelle, de la force gravitationnelle. Ça paraît fou, hein, mais pour moi, ça a tout changé. Parce que la force est égale à la constante, c'est la masse 1 plus masse 2 sur la distance au carré. Et puis, c'est pas la formule en elle-même, mais c'est la manière dont le prof l'a introduite. Il a dit, évidemment, plus la distance tend vers zéro et plus la force est infinie. Puis je me dis, mais c'est ça. En fait, plus on réduit la distance qu'il y a entre les gens, et plus la force est infinie. Et je trouve ça complètement fou. J'ai envie de dire, mais arrêtez le monde, là, il me faut des jours là pour m'en remettre, c'est pas possible, vous comprenez pas ce qui vient de se passer. Enfin voilà, grande révolution pour moi. Et puis je me suis dit, bon, bah, si ça peut fonctionner à cette échelle-là, ça doit pouvoir fonctionner partout. Et puis après, bah, j'ai un peu retourné le miroir. Je me suis dit, bon, bah, si personne vient dans mon monde, et que moi je comprends le monde des gens de manière tellement intuitive et intense, bah, je vais aller me balader dans le monde des autres. Et puis bah, du coup ça a tout changé en fait, je me suis plus jamais sentie seule. Hmm. Ok. Ouais, sacré parcours, c'est vraiment chouette parce que je pose des questions qui reviennent d'interview en interview parce que ça m'intéresse de voir les différents éclairages et ta couleur est particulière. Je m'attendais à ce qu'elle soit particulière, mais pas comment ça allait l'être. Et donc ouais, ça me fait beaucoup sourire parce que je sens vraiment une envie très forte d'harmonie et d'intensité en même temps. Et c'est vrai que l'harmonie et l'intensité, pour les faire coexister, faut faire des expériences scientifiques. Il faut pas s'arrêter de le faire. Donc, faire des balades dans le monde des autres. Est-ce que quand tu fais des balades dans le monde des autres, tu découvres quelque chose que tu ne connais pas ou tu tombes sur des constantes universelles ou un mix des deux? Alors c'est
toujours les deux parce que c'est l'humanité qu'on rencontre. Donc c'est jamais inconnu parce qu'en fait on a très très peu d'unique en soi, hein. Donc on a beaucoup plus de choses en commun. Mais en même temps c'est cette fascination pour la différence, puis pour voir que la différence elle est belle d'une autre manière à chaque fois. Bon, c'est un peu bateau ce que je dis, mais c'est quand même ça. C'est de se dire, bon, ok, c'est ça l'amour pour moi, c'est quoi pour l'autre? C'est ça l'émerveillement pour moi, c'est quoi pour l'autre? Et puis évidemment que c'est comparable, partageable, mais en même temps, c'est jamais vraiment ça. Donc c'est ça, c'est de rapprocher, d'essayer de se rapprocher pour que cette distance, elle soit de plus en plus petite. Hmm. Ok. Et c'est intéressant parce que du coup, ça va me chercher à un endroit où je suis en train, moi, de m'émerveiller et de trouver quelque chose dont j'affirme pas que ce soit une vérité universelle, mais par contre, j'ai très envie de la partager au monde pour voir comment ça résonne avec les gens. C'est le fait que quand on a un profil atypique, en fait, on a accès à l'altérité de façon très tôt dans la vie et de façon très brutale, et que cette découverte de l'altérité, elle peut se faire de façon presque traumatique dans un premier temps. Et que ensuite, vu qu'on a ça, il nous faut le réparer d'une certaine manière, alors que on peut observer chez la plupart des gens qui nous entourent un non-accès carrément à l'altérité finalement. Ça, c'est resté une zone inexplorée parce qu'il y a l'appartenance au groupe qui pallie ça d'une certaine manière. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire et si tu me rejoins là-dessus. Ouais. Je vois tout à fait. Je suis partie en quête du normal, moi. Je le revendiquais. J'avais vu, comment on dit en français, Brave New World, Le meilleur des mondes. J'avais lu le bouquin et puis je m'étais tellement identifiée au sauvage, mais tellement. J'avais tellement envie de revendiquer ma douleur, ma souffrance, mon existence. Et puis j'avais pas envie d'être dans un espèce de sommeil juste comme ça, avec un bonheur comme tout le monde. Donc pour moi, ça me posait pas de problème en fait la souffrance en elle-même. Au contraire, elle me maintenait en vie. Mais euh, je, je, je- dans ça, je me sentais différente dans l'altérité. Mais après, j'ai revendiqué le normal. J'avais envie d'être comme tout le monde. Et puis, je trouvais que c'était drôlement bien d'être comme tout le monde. Puis, je me suis créé une image de ce que c'était que moi, normal. Puis, je suis devenue un peu banale, je crois, mais ça m'a drôlement fait plaisir. Et puis, j'ai un peu l'impression d'avoir vécu en sous-marin, la différence. Parce que justement, mon but, c'est de, de me retrouver dans le monde des autres. Donc, j'ai pas besoin que le monde valide que je suis différente. J'ai pas besoin d'être reconnue pour ce que je suis. En fait, ça m'est vraiment pas, c'est pas important pour moi. Hmm. Qu'est-ce que ça fait j'imagine que ça peut parler à plein de gens, et puis y compris moi, mais pour toi, comment c'était cette expérience d'essayer de te plier à quelque chose que tu qualifiais de norme et que tu comprenais avec ta singularité au final? Est-ce que c'est pas une possibilité de souffrir vraiment intensément en secret dans une sorte de pièce gardée qu'il faut que personne voit? Ah non, 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 c'est l'exigence de l'authenticité et de la simplicité. C'est d'aller vers l'unité absolue. Au contraire, c'est extrêmement scientifique. Il n'y a rien de spontané là-dedans. Et puis, il n'y a rien de forcé non plus. Au contraire, c'est de me dire, alors, c'est quoi l'unité de base? C'est quoi le dénominateur commun? Où est-ce qu'on peut tous se retrouver? Qu'est-ce qui fait qu'on a des choses à partager? Enfin, c'est vraiment d'aller vers le plus de simplicité possible, le plus de sincérité possible, parce que je me dis que c'est ça le plus normal en fait. Et plus moi je l'ai fait en pensant que c'était ce que tout le monde faisait, et plus je me suis sentie différente en fait, bizarrement. Ok. J'ai eu la même expérience quand je suis arrivée aux États-Unis. Donc je suis partie en 2005 avec mes deux valises. Et puis plus j'essayais d'être comme les Américains, d'être américaine, et plus on me renvoyait l'image d'une Européenne. Et à chaque fois ça m'énerve. Ouais, je comprends. Et du coup, c'est passé ça avec le temps? Est-ce que justement, tu as observé une évolution à ce niveau-là, de cette dynamique qui était de vouloir revendiquer ton authenticité et de sentir la différence dans quelque chose que tu trouvais universel à la base? Bah, j'ai trouvé mes réponses. Ça veut dire, pour moi, c'est vraiment dans la connexion. Puis je me rends compte que c'est pas la différence qui me permet de me démarquer, c'est ce que j'ai en commun avec les autres. Puis j'ai pas une peur de me faire bouffer en étant comme tout le monde. Au contraire, moi, ça me va très bien. Ok. Justement, bah, en préparant cette interview, je me suis intéressé au philosophe René Girard, que tu connais peut-être.
et qui, de manière à la fois assez logique et assez surprenante, situait nos endroits de discorde dans nos ressemblances et non pas dans nos différences. Est-ce que ça te parle, ça? Justement, du coup, ça vient un petit peu faire écho à ce que tu viens de me dire. Ah oui, beaucoup, ça me parle beaucoup. En même temps, Discord, ça me parle beaucoup moins parce que ça m'intéresse beaucoup moins. J'ai toujours eu, bon déjà, j'ai une très faible tolérance pour la violence. Je peux prendre la pression, je peux la tolérer de manière très forte, mais la violence, pas du tout. Donc j'ai une très grande quête de la paix. Et puis du coup, c'est devenu très important pour moi, c'est ce que j'ai étudié aussi, hein. Comment est-ce qu'on peut la trouver, la maintenir, la construire? Et puis, donc c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est la paix. Puis pour moi, la paix, ça ne veut pas dire d'être d'accord sur tout, d'être complètement homogène, mais c'est juste de travailler ensemble. Donc je suis plutôt dans le faire ensemble que dans le être similaire. Ouais. Il y avait aussi une phrase que j'ai déjà citée sur cette chaîne, mais je me permets de le refaire. Alors c'est de mémoire, du coup, c'est parce que j'avais trouvé ça percutant aussi. C'était Henri Laborie qui avait dit la phrase suivante. J'espère ne pas trahir sa pensée. Il avait dit, en gros, le seul moyen d'être tolérant, c'est le fatalisme, c'est la fatalité. Parce qu'en fait, à partir du moment où l'autre n'a pas le choix, je ne peux pas lui en vouloir de vivre une vérité différente de la mienne. S'il a le choix, ça veut dire qu'il a une vérité différente par choix, et donc ça fait exister le fait que j'ai tort, et ça, c'est pas possible pour moi, donc du coup, je veux l'éradiquer. Il était parti sur cette direction-là, j'avais trouvé ça, c'est pas ma pensée profonde, mais j'avais trouvé ça brillant de mettre ça sous cet angle-là. Je sais pas, ça te parle, ça? Ah, c'est plein de disciplines. Sur le côté de la discipline, ça me parle. Après, sur la réalité, j'aurais besoin de tester. Je me demandais si l'étape 2 pour toi, donc celle où justement il y a plusieurs étiquettes qui arrivent, vu que j'ai l'impression que ça arrivait très tôt dans ta vie, justement, bah moi, si tu veux, j'ai attendu une trentaine d'années avant que ça soit possible pour moi de mettre un mot sur ce que je ressentais depuis le début. Mais quand ça arrive très tôt comme ça, quand il y a une étiquette ou plusieurs qui viennent expliquer une sorte de différence, une sorte de particularité, qu'est-ce que ça donne quand c'est un enfant qui reçoit ça? Est-ce que ça l'éclaire vraiment sur sa différence ou est-ce que ça valide pour le monde adulte la façon dont il doit être traité, cet enfant? Je sais pas. Ouais, je crois que toute la manière dont ça a été fait, hein. Moi, je devais avoir 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans, puis on m'a dit que, enfin, on m'a expliqué, quand j'ai demandé ce que c'était qu'un enfant précoce, on m'a dit, ben, en fait, tu vois, c'est quand tu penses comme si tu avais 8 ans. Puis mon frère, à l'époque, il avait 7 ans et demi, donc ça m'a mis extrêmement mal à l'aise. Ça n'avait pas de sens que la petite sœur puisse penser plus, plus comme une, je sais pas, du coup, je devenais la grande sœur de mon grand frère. Enfin, c'était très, très bizarre dans ma tête. Donc, ça avait pas de sens. Ça avait juste pas de sens. Donc, j'ai dit que ça voulait rien dire parce que ça avait pas de sens. Et puis ensuite, bah, ça a fait que j'étais un peu l'intello de la classe, donc celle qui levait la main tout le temps, qui était tout le temps curieuse. Puis après, j'avais plus de copines, donc c'était pas très sympa. Donc là, du coup, ça n'a pas tellement continué non plus. Et puis, il y a eu tout un moment où, il y avait un gros moment à 20 ans, où je suis allée vers la conseillère en orientation. Puis j'ai dit, il faut me faire un test de QI. J'ai tout perdu. puis, puis là, heureusement, je suis tombée sur une femme fantastique qui m'a dit, assieds-toi, on va en parler. Puis elle m'a demandé pourquoi c'était important. Puis je dis, mais je me suis toujours définie par l'intelligence, puis j'en ai plus. Je sais plus rien, je comprends plus rien. Puis en plus, bah, j'étais précoce, j'étais censée avoir de l'avance. Là maintenant, j'ai l'impression que j'ai du retard. Donc, j'ai rien fait de l'avance que j'avais. J'ai l'impression que, comme si on m'avait donné, on faisait une course, puis on m'avait dit, bah, pars d'abord. Et puis à la fin, bah, j'étais arrivée après tout le monde. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait de tout ça? Et puis, à l'époque, ben, on parlait pas trop d'HP, on parlait pas trop d'un outil avec lequel on était né, on n'en parlait même plus à l'âge adulte. Donc, elle m'a juste demandé les questions existentielles que je me posais, puis elle m'a aidé à y répondre. Et puis, donc après, d'ailleurs, en fait, elle est retournée vers mon dossier, et puis elle m'a dit, ben, ton dossier est vide. Tu peux être qui tu veux, tu fais ce que tu veux. Puis, je sais pas s'il était vraiment vide ou pas, hein, mais en tout cas, elle m'a fait un magnifique cadeau, parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Ouais, Donc non, chouette. les étiquettes, elles m'ont pas suivi. Elles m'ont pas suivi après non plus. Il y en a eu d'autres, hein, j'en ai eu tout plein des étiquettes. Mais celle-là, elle m'a jamais. En fait, pour moi, je suis pas intelligente si je dois dire que je le suis. Donc, j'ai jamais mis quelque chose comme ça en avant. Puis pour moi, je le suis pas si je le démontre pas. Donc, puis après, il y a des fois où j'ai envie ou j'ai pas envie. Donc pour moi, c'est quelque chose c'est vraiment une étiquette que les autres me mettent dessus. C'est pas à moi de prouver quoi que ce soit.
Dans un premier temps, du coup, ça a été pour toi comme une sorte de pression mise sur le fait que tu doives être digne des appellations, de l'appellation précoce, puisque c'est celle qui a été en première ligne. C'est ça. C'est Ouais. comme si je devais avoir les réponses à toutes les questions, puis clairement je les avais Mm. pas. Puis si j'avais pas la réponse, alors je me sentais pas assez bien. Il me semblait que Mm. j'aurais dû savoir. Ok. Et puis j'ai l'impression de décevoir quand je savais pas. Ouais. Ouais, il y a un truc, je résiste pas au plaisir de te proposer ça, t'es pas obligé d'accepter, mais je me demande si jamais tu te concentres sur la petite fille que t'étais à ce moment-là et que tu lui donnes la parole, qu'est-ce qu'elle pense de celle que t'es devenue aujourd'hui? Elle revient pas. Hmm. Moi j'adore, mais je vis ça mais tous les jours, tous les jours. Je suis tellement, mais je vais pas dire plus parce que c'est pas une question comme ça, mais j'aurais jamais imaginé ça. J'ai fait ouais, tout ce que j'ai découvert, les gens que j'ai rencontrés, les aventures, c'est surtout les apprentissages. Puis il y a une profondeur que j'aurais jamais imaginé que je puisse vivre. Chouette. Ouais, ça c'est touchant. Et ce que je me dis, c'est que justement, ce que je qualifie moi comme des étiquettes qui servent de sas pour accéder à un élargissement de soi-même d'une certaine façon, de passer par un sas pour réduire une sorte de trouble et puis arriver à un endroit où on se reconnaît plus et on retrouve. Parce que si jamais je résume un petit peu avec d'autres mots, en fait, ce que j'essaye de poser, qui est basé sur évidemment mon expérience, mais celle de pas mal de gens que j'ai croisés qui sont des gens en fait qui trouvent leur étiquette tardivement, c'est ça un petit peu qui se passe. Et je me dis que l'étape numéro une pour les gens un peu comme moi, c'est seul contre le reste du monde en étape 1, c'est seul avec un S contre le reste du monde en étape 2, et c'est seul et exceptionnel comme tout le monde en étape 3, tu vois. C'est un peu ça, c'est un peu comme ça que je le fais d'une autre manière pour dire la même chose. Et donc cette étape 3, c'est Ouais. celle avec laquelle j'ai envie bah voilà, d'ouvrir vraiment la discussion parce que là on est sur plein de choses qui sont passionnantes et tout, mais je me dis vraiment c'est le cœur de ce que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui. Et je me dis que cette étape 3, en fait, c'est celle de l'appartenance consciente et apaisée à l'humanité. Et c'est pas toujours facile parce que dans la plupart des situations de la vie, on est en position où on pourrait qualifier notre rapport au monde de sacrificiel. C'est soit on sacrifie les autres sur l'autel de nos propres besoins, soit on se sacrifie soi pour privilégier les autres. Et est-ce que tu es toi-même souvent aux prises avec ce genre de dilemme? Et est-ce que tu vois ça autour de toi? Est-ce que ça fait partie des choses qui te paraissent les plus problématiques dans le rapport d'un humain à la vie? Alors seul comme tout le monde, c'est mais alors à 100% au centre de mon quotidien. Donc ça résonne très très fort, j'aime énormément. L'aspect sacrificiel, par contre, là, j'y suis pas. Ok. Parce que moi, j'ai une discipline pour moi qui fait que j'ai besoin de symétrie, vraiment un grand besoin de symétrie. Je peux pas supporter un contact asymétrique. Par contre, j'ai un rapport à l'autorité où je vais rapidement être obéissante et là, gentille petite fille, mais, mais j'arrive pas à mettre quelqu'un dans une position d'infériorité ou d'asymétrie. Donc, cette recherche de symétrie, en fait, elle me pousse à faire en sorte que je peux pas ni me sacrifier moi, ni sacrifier l'autre. J'ai enseigné la prise de parole en public pendant à peu près 10 ans aux États-Unis, et à chaque fois, c'est la même chose. Je suis une personne importante avec un message important et je parle à quelqu'un d'important. Et si j'oublie une partie de cette équation-là, il y a tout qui fout le camp parce que je peux pas me prendre moi au sérieux. Si je prends pas l'autre au sérieux, ça n'a pas de sens. Si mon message il est pas important puis que j'ai rien à dire, ben moi je suis personne. Puis en même temps, ben, si je ouais, s'il y a un déséquilibre dans ces trois parties, ben en fait il y a plus d'échange. Ouais, mais je te rejoins là-dessus en fait. Mais si tu veux, sans avoir justement exploré les questions existentielles, le rapport à la vie, il est de cet acabit-là. Et après, quand on conscientise ça, et ce besoin de symétrie, je l'ai également, d'une autre manière évidemment, mais je l'ai également, donc je me retrouve beaucoup dans ce que tu me partages. Mais ça peut être une grande douleur de pas arriver à le respecter, ce truc-là. C'est de dire comment je fais pour ni me sacrifier moi, ni sacrifier les autres. C'est une des plus grandes questions qui m'a été donnée de voir en fait et encore aujourd'hui bah, c'est pas toujours le cas, hein, c'est pas toujours possible de préserver la symétrie dont tu parles et qui me tient vraiment à cœur également. C'est de la discipline. C'est pas une question. Enfin, pour moi, hein, j'arrive pas à y répondre une fois puis c'est réglé une fois pour toutes. Hein. C'est euh, c'est dans la posture, c'est dans l'accueil, c'est dans l'écoute, c'est surtout dans le
c'est pas une question de service, même que j'aime beaucoup cette posture-là, hein, mais c'est pas ça, c'est vraiment dans à quoi ça sert. Je reviens à ça, mais pour moi, c'est vraiment dans la fonction. C'est à quoi est-ce que je sers ici? Puis des fois, ben c'est oui d'être docteur, et puis tant mieux qu'il y ait quelqu'un pour ça. Puis des fois, ben c'est de faire la vaisselle, puis ça va très bien aussi. Mais pour moi, c'est ça la symétrie. C'est d'être là au moment où on est. Enfin, je, je- près de 24 ans comme ça, je me suis rendu compte qu'en fait, dans une journée, il n'y a pas beaucoup de gens que je rencontre. J'ai cette idée comme ça que ben il y a plein de gens autour de moi, tout ça, mais dans la réalité, avec qui est-ce que j'interagis? Ben, il y a peut-être 15 personnes au maximum. Vraiment, je peux faire un effort. Enfin, c'est pas compliqué. C'est le caissier au supermarché, c'est la personne, c'est le voisin que je croise dans le palier. Enfin, c'est pas grand-chose, quoi. Donc c'est dans ces interactions-là, de vraiment avoir la discipline de me dire, mais comment est-ce que je peux être une version de moi-même dans la symétrie? Et puis c'est pas du tout une question de, je me mets au niveau de l'autre. Oh mon Dieu, non mais c'est horrible ça. Pas du tout. C'est vraiment de dire, mais on va vivre ce moment-là ensemble. C'est peut-être 3 secondes. Ah, puis il y a un autre truc qui m'a appris ça, c'est que j'étais pompiste quand j'avais 23 ans. Oui, ça m'a beaucoup appris. Parce qu'il y avait toujours une minute et demie, enfin un peu plus, où je faisais le plein de la voiture de la personne. Où j'avais trouvé des trucs à dire. Puis pour quelqu'un qui aime pas tellement les small talk, c'était pas le pied à l'époque. Et puis ben voilà, on se rend compte qu'on n'est pas très intelligent, on a peu de temps pour vraiment engager des conversations, mais ça m'a beaucoup appris. Et puis donc c'est un peu dans cette idée-là, c'est de dire ben voilà, je rencontre pas beaucoup de gens. Les gens que je rencontre en face à face, je vais en prendre soin. Hmm. J'aurais deux questions à te poser suite à ce que tu viens de dire. Déjà, je me dis une pensée à toutes les personnes justement qui ont des métiers où ils font des interactions vraiment nombreuses et très peu développées en temps, donc potentiellement en qualité d'échange. Ça peut être fatigant. Mais je me demandais comment tu es nourri là au niveau de la symétrie qui t'est si importante dans le moment qu'on est en train de partager là tout de suite. Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour que ces symétries soient encore plus savoureuses pour toi? J'adore. Le trou noir. Euh, et moi, c'est ça. Enfin, là, un peu dans le contexte, hein, quand on s'est croisés à la table ronde de la journée de la sensibilité, à la fin, tu avais dit, la question que tu avais posée, c'était de dire, mais si on a tellement envie d'être à la hauteur des attentes de l'autre et que l'autre est dans la même dynamique, mais il y a un moment où quelque part, bah, ça doit s'annuler, il y a une espèce de trou noir. Je dis, ah, ça c'est trop bien ça. Et Bah puis, ouais, mais c'est venu et sur le puis du coup, moment, mais c'était chouette d'avoir justement cette image-là qui est venue du fait de l'échange et bah on était tous en train de se poser sur un sujet et des fois ça donne des images qui viennent visiter sans qu'on s'y attende. Bah content que ça t'ait parlé en ouais, tout mais cas. c'est exactement ça. Oui, oui, non, mais c'est ça. Le truc ultime, c'est ça. Si Hmm. tu réduis la distance, ben c'est ça. Bon, après, c'est pas, c'est des moments grandioses comme ça qui durent pas longtemps, mais c'est très bien aussi. Hmm. Eh ben, en tout cas, moi je suis ravi et je me sens justement à la fois dans une sorte d'inconnu, puisque c'est vrai qu'on s'est croisés en physique dans un endroit où on était 15 sur une scène à répondre à des questions d'autres personnes, donc ça veut dire qu'on était vraiment nombreux dans l'échange et que finalement personne n'a pu vraiment prendre la parole, mais tout le monde était partie prenante de l'échange qui se faisait. C'était en fin de journée, donc en plus de ça, enfin pour ma part, moi j'étais crevé, j'en pouvais plus. Et mais c'était une super journée, j'en ai un très bon souvenir. Et il y avait une petite frustration de ne pas pouvoir rencontrer tout le monde, tu vois. Justement, tiens, je vais te parler de ça, je vais te poser la question. Toi, quand tu as une frustration comme ça, d'être dans un contexte où tu aurais envie de rencontrer vraiment en tête à tête chaque personne, et que finalement, c'est pas possible au niveau du contexte, ça te le permet pas. Est-ce qu'il y a des choses qui aident à repartir avec moins de frustration que juste en exposant ce truc-là sèchement? La frustration, elle est dans la tête. C'est quand tu penses au potentiel, puis tu te dis, les gens qui sont là, il y a qu'une chance, ben, ce sera qu'un seul moment, si je le prends pas maintenant, je perds tout. Enfin, le tout ou rien, il est plutôt dans la tête. Après, mes élans, ils sont plutôt dans le ressenti. Puis dans le ressenti, ben, c'est un peu comme devant un buffet au restaurant. J'ai envie de tout, mais je vais pas tout manger. Donc, j'ai pas la frustration au niveau du ressenti. Donc, tant que je suis pas trop dans ma tête, ça va. Après, je peux me dire, ben voilà, j'ai vécu ce moment. Et puis le moment, c'est l'ensemble de tous ces gens qui étaient là. C'est un moment. Après, je dis ça, je dis la même chose avec mes enfants. Quand les gens disent, ah non, mais t'en as trois. Puis non, mais c'est toujours 24 heures, ça change rien. C'est une situation,
c'est 3 enfants, oui, alors ça fait beaucoup de bruit, hein, c'est sûr, l'hypersensibilité là, voilà. Mais c'est pour moi, c'est une situation, c'est pas 3 fois le travail. Hmm. Ok. Ouais, à chaque fois, la situation s'élargit, quoi, d'une certaine manière. C'est ça. Ok. Ah, intéressant. Intéressant. Mais du coup, je me permets cette petite question également parce que à l'écrit, quand on échangeait, je t'ai parlé de l'humanité à l'intérieur de soi et c'était là que je voulais en venir. C'était, est-ce que déjà ça te parle comme vision des choses? Et puis, qu'est-ce que ça t'inspire quand tu te connectes à ça, d'avoir l'humanité entière à l'intérieur de toi? Ah bah, justement, c'est là où je suis une petite fille de 4 ans. Moi, je me souviens du jour où ça m'a paru tellement évident. J'étais à l'école du dimanche, mes parents étaient, enfin, j'ai grandi dans un milieu très religieux, et puis je me souviens de pas avoir tellement envie d'écouter. Et puis je me suis dit, mais en fait, il y a 2 crayons. Mais je me souviens vraiment vividement comme ça d'avoir vu ça. Il y avait un crayon sur la table, et puis je me dis, il y a le crayon que je vois avec mes yeux, et il y a le crayon qu'il y a dans ma tête. Et le crayon qu'il y a devant moi, je peux pas le changer. Mais celui qui est dans ma tête, je peux en faire ce que je veux. Puis je me souviens m'amuser avec le crayon qui était dans ma tête, puis le faire changer de couleur, enfin, de faire dessiner, enfin, des trucs comme ça. Et là, mais ça m'a ouvert un monde. Et puis ensuite, ben, comme j'étais un peu la tête de turc à l'école, ben, du coup, je me suis inventé, ben, je suis allée dans ce monde-là. En fait, je me suis dit, je peux pas changer les copines comme elles sont à la cour de récréation, mais dans ce monde-là, je peux les faire interagir différemment. Puis je peux être le centre de l'attention si j'ai envie. Voilà quoi, je me suis créé mon petit théâtre dans la tête. Puis ça m'a aidé. Tu réunis la poésie et l'esprit scientifique et c'est très rafraîchissant. Tu vois, je me revendique moins de C'est l'esprit ma vie. scientifique parce que je l'ai moins développé, j'ai moins passé de temps tout simplement. Mais j'aime quand l'aspect scientifique est possible à travers un esprit poétique et joueur. Ça me plaît quand c'est pas austère la science. Ah ben, c'est mon quotidien, ça. C'est exactement mon quotidien. Mais c'est exactement ça. Puis j'ai un esprit très contemplatif. Ben, rien que l'expérience de la formule, c'est ça. Hein, enfin, voilà. Après, il y a des exercices à faire, puis c'est beaucoup moins drôle. Mais contempler les principes, ça, je trouve ça complètement incroyable. Hmm. Oui, c'est plus poétique. Ouais, oui, je te rejoins. Et du coup, je me posais cette question parce qu'en fait, si tu veux, j'ai l'impression qu'avant d'accéder à ce que moi j'appelle l'étape 3, mais bon, on peut très bien y arriver par d'autres chemins, j'en suis pas dupe. J'ai mon petit jargon à moi pour pouvoir être compris, si tu veux. C'est plutôt ça dont il s'agit, c'est le fait de pas avoir ouvert des milliers et des milliers de livres pour pouvoir dire machin en moins de 100 avant Jésus-Christ, il a pondu ça ou je sais pas quoi. Donc du coup, je m'arrange avec ma petite popote. Et en m'arrangeant avec ma petite popote, je me rends compte qu'un des trucs les plus durs qui soit en tant qu'humain, j'ai l'impression, c'est de ne pas appuyer son amour de soi sur la haine et le rejet d'autrui, quel qu'il soit. Parce qu'il y a toujours des gens qui permettent en fait de trouver sa valeur à l'endroit où l'autre la perd. Et je trouve ça, bah, c'est l'endroit où je saigne le plus à l'intérieur de moi, je dirais. Un truc comme ça. Mais on pleure ensemble. Mais Ok. en toute sincérité. Hein. Ouais. Euh, le- L'approche de la communication un peu de manière animale, hein, c'est proie-prédateur. Et puis c'est de se dire, mais dans cet échange, est-ce que je suis la proie, alors il faut que je parte. Est-ce que je suis le prédateur, alors il faut que je montre ma force. Puis on voit qu'il y a il y a comme ça une petite brèche de possible dans la nature où ces 2 animaux qui vont se retrouver, c'est Stuart Brown qui l'explique dans un magnifique TED Talk. Alors il y a 2 animaux comme ça qui vont se rendre compte qu'en fait ça vaut pas la peine de se battre, il faut mieux jouer. Et puis là, c'est magnifique, là, on lâche tout. Et puis voilà, puis on se chatouille, puis on n'a pas besoin de se battre, puis c'est plutôt sympa. Hmm. Ouais, ouais, bah, je pense que, en fait, là où on est branché, toi et moi, selon moi, dans ma sensibilité, ce serait l'endroit où il y a du jeu et du sacré en même temps. 100%. Ok, cool. 100%. 100%. Ok. 100%. Parce que c'est là où on arrive juste au sublime, c'est ça. Hmm. Et puis c'est pour ça que moi j'ai cette passion pour l'éphémère, parce que c'est pas une question de. Enfin, moi, ça m'est égal qu'on se souvienne de moi, ça m'est égal qu'on sache qui je suis ou ce que j'ai fait dans la vie, ou je sais pas quoi. Moi, mais vraiment, ce qui est important, c'est que bah, dans cet échange-là, la personne s'est sentie exister entièrement. Ça, pour moi, c'est le plus important. Hmm. Ouais, je comprends. Puis surtout dans dans les différents métiers que tu occupes, tu es
dans la rencontre de personnes qui sont aux prises avec quelque chose de problématique et de dissonant à l'intérieur d'eux ou à l'extérieur d'eux, ou les deux en même temps. Bien souvent, finalement, c'est les deux en même temps, mais soit c'est éclairé de l'intérieur, soit c'est éclairé de l'extérieur. Et donc, du coup, tu dois avoir une souplesse voilà, particulière à cet endroit-là, qui doit être appréciée de toutes les personnes qui te côtoient, parce que ça installe une sorte de sérénité, une non-réaction, ou est-ce que c'est autre chose qui te viendrait pour décrire ça d'ailleurs? Moi, j'ai envie de dire, c'est une surréaction à tout. J'en ai Ah, marre des gens qui disent qu'il faut pas avoir de la compassion, qu'il faut pas avoir de l'empathie, qu'il faut faire attention. Je comprends rien, moi, c'est pas du tout mon langage. Au contraire, moi, je pense que plus je suis dans la compassion et plus je suis dans le juste, et plus je suis dans le juste, moins je m'épuise. Donc, j'ai pas peur de cette fatigue de la compassion. Enfin, voilà, moi, je suis entièrement avec l'autre parce que je sais où me retrouver après. Donc, ça me pose pas de problème d'être entièrement avec l'autre, hein. Non, oui, effectivement, dans mon quotidien, je travaille avec des gens en réinsertion, donc soit ils sont en décalage eux-mêmes, et puis évidemment, quand on parle de réinsertion, on parle aussi de neurodiversité, donc c'est aussi la population avec laquelle je travaille. J'ai une spécialisation en trauma, donc j'ai aussi une population qui est plutôt issue des migrations, avec un autre décalage que je connais aussi, hein, comme dans mon parcours à moi. Et puis, je travaille aussi avec des exécutifs dans des compagnies américaines, plutôt dans la tech. Donc, c'est plutôt un monde, comment on va dire, c'est un monde avec beaucoup d'âme, mais beaucoup de programmes. Donc, c'est un peu, c'est plein de rêves. Et puis, en même temps, c'est pas très tangible au quotidien. Donc, c'est assez intéressant pour moi de relier un peu tout ça. ouais, ça fait une grosse largeur de possibilités d'interaction et de rencontres finalement. Tu vas rencontrer Et des je gens fais des qui... super nuggets aussi. Ah, ça joue, Parce c'est bien. qu'entre deux, il faut faire ça aussi, quoi. Oh, mais bien Faut aller sûr. chercher les enfants, il faut faire à Hmm. manger, puis faire les devoirs, puis d'autres trucs aussi. Non, c'est pour dire, moi, j'adore ça dans mon quotidien. Ouais, j'entends. Le fait de faire des actions, d'interagir, d'être un être vivant en train d'expérimenter, que ça soit à l'intérieur ou avec son corps qui va à la rencontre du monde et tout, c'est très important pour toi. J'entends ça. Et Exactement. J'ai un copain qui m'a fait un des meilleurs compliments, je devais avoir 25-26 ans. Il m'a dit, Christine, c'est une des seules personnes que je connais qui a autant voyagé à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et puis il m'a dit aussi, c'est une des seules personnes où tu vas à son anniversaire, tu sais même pas que c'est son anniversaire. Je trouve ouais, ça génial. chouette. Bah ouais, c'est trop bien. Bah, je me pose la question justement, tiens, dans ta présentation, j'ai parlé du fait que tu étais docteur en psychologie internationale. Alors, j'ai jamais entendu parler de ce truc-là et je me demandais, international, ça veut dire quoi? Alors tu vas retrouver pourquoi je suis là et pas ailleurs. C'est parce que en fait il y a beaucoup d'asymétrie en psychologie où il y a le patient et le thérapeute, il y a celui qui sait, celui qui sait pas, celui qui est en santé, celui qui est malade. Et puis l'idée derrière la psychologie internationale, c'est de regarder un peu les dénominateurs communs et puis de jamais prendre le modèle médical comme le modèle primaire, mais plutôt comme l'alternative. Donc on va d'abord voir ce qui se fait localement dans les traditions et puis dans ce qui fonctionne en fait de manière collective. Puis ensuite on vient appliquer des phénomènes universels pour voir comment ça fonctionne et puis si ça peut soutenir. Mais c'est en deuxième ressource en fait. J'entends, j'entends. Est-ce que quand tu reçois des gens, tu ne te protèges pas de ces gens que tu reçois? Jamais. Hmm. Ça me fait trop Mais je vois plaisir. pas pourquoi. Tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir parce que je suis depuis peu de temps en train de m'autoriser à accompagner des gens et je me protège pas. Et mais comme je suis tout neuf, je me dis ça se trouve au bout d'un moment je vais finir par le faire. Et du coup, tu as plus Trop bien. d'expérience que moi, tu le fais toujours pas. Donc c'est Mais très non, inspirant mais pour non, moi. mais non, parce que mais j'y perdrais tellement. Parce que après, je donne le droit à l'autre de se méfier de moi. Parce que je rejette une partie de la personne qu'il est. Puis après, mais moi, j'apprends des tonnes. Après, ce qu'on fait, hein, beaucoup de temps, on passe beaucoup de temps à reformuler ce que les gens disent. Donc, quelque part, on n'est pas d'accord. On dit juste qu'on a entendu ce qu'ils disaient. Puis des fois, je m'entends quand même reformuler des trucs qui sont assez loin de ce que moi, je peux ressentir. Mais comme l'autre personne se sent validée dans qui elle est, ben moi je suis tout à fait OK avec qui je suis. Parce que c'était plus important pour moi dans ce moment-là de valider l'identité de l'autre que d'avoir raison. Et j'adore ces moments-là. Puis après, du coup, ben
ça me connecte avec l'humanité à laquelle je veux appartenir et pas forcément celle qui doit se conformer à ce que j'attends. Hmm. Merci beaucoup pour ça. Tu vois, à titre personnel, je suis vraiment très nourri là par ce que tu me partages. Donc merci beaucoup. Bon, après, Et on se revoit dans 10 ans, hein, mais ah oui, c'est ça. Mais ça veut pas dire que je vais y arriver, mais ça veut juste dire que c'est quand même intéressant d'avoir quelqu'un qui a déjà plus d'heures de vol que soi, et parce qu'il y a une certaine innocence dans ma posture, bien entendu, c'est normal. Il y a un côté chien fou et tout, mais si jamais je l'avais pas, bah, je partirais pas dans cette direction. Donc c'est obligé que je me cale là-dessus quand même pour que mon enthousiasme soit vivant, d'une certaine façon. c'est audacieux. C'est jouer à la marelle en lançant ta pierre assez loin. Et puis, quelque part, il faut toujours aller la rechercher. Enfin, je veux dire, enfin, innocent peut-être, naïf sans doute, mais je trouve pas ça. Déjà, je trouve pas ça dangereux, mais je trouve ça demande beaucoup de discipline, hein, parce que comprendre l'autre, c'est du boulot. Ouais, tout à fait. Mais il y a un truc où justement ça va rejoindre ce qu'on se disait en off juste avant, c'est le côté enfant. Moi, j'estime que là, ce que je suis arrivé à faire, c'est à sortir mon adulte et mon enfant en même temps dans une façon d'être moi. Et que je pouvais pas être tranquille avant d'avoir fait ces deux trucs en même temps. Ça te parle ça aussi, Mais est-ce que j'imagine. tu as vraiment été enfant? Non, je le suis maintenant. Bah oui, non, mais c'est ça. Le rapport au temps, il est un peu différent avec un outil cognitif comme celui auquel on peut avoir accès. Euh, je sais pas, voilà, ça n'a pas forcément de sens pour moi de diviser l'enfant de l'adulte. Moi, il y a plein de sagesse dans le moi enfant que je vais rechercher. Il y a plein de contraintes qui sont pas nécessaires dans l'adulte que je suis, j'ai besoin des fois de mes enfants pour m'en souvenir. Donc je pense que c'est un peu en gouvernance distribuée dans ma tête. Tout le monde a un peu sa voix. Ouais, j'entends, bah, je suis d'accord avec ça. En même temps, j'avais l'impression que l'injonction qui m'était donnée, c'était celle de devenir adulte au détriment de la mort, de la curiosité de mon enfant premier qui avait pas pu s'exprimer, tu vois, que j'avais laissé un petit peu dans un endroit, dans une pièce secrète pour pas que ce soit abîmé. Et j'avais envie de ressortir cet enfant-là intact avec sa curiosité parce qu'elle m'avait pas quitté, cette curiosité, simplement, j'arrivais pas à la projeter. J'arrivais pas à la mettre dans une direction et à me dire ça vaut le coup parce que je trouvais pas le monde inspirant ou ça me donnait pas envie. Bref, on est en train d'inverser les rôles et je vois là tout. Oui, non, mais je- c'est tout à fait ça. Moi, je me souviens, mais encore, comme je te dis, mon enfance, j'ai passé beaucoup de temps dans des milieux religieux. Et puis, il y avait cette espèce de... Alors, en même temps, on nous disait qu'on était parfait à l'image de Dieu. Hein, oh là là, nous sommes les êtres humains chéris de cette humanité. Et puis, de l'autre côté, on nous dit qu'on n'est jamais assez bien, il faut se repentir tout le temps. Puis, je trouvais ça complètement fou. Puis il y a un moment où je me suis dit non mais attendez là parce que quand on est parfait on meurt mais c'est bon c'est pas grave moi la perfection je m'en fous j'ai le temps donc enfin, je sais pas je trouvais ça pas très vendeur quoi mais je sais que ça m'a fait remettre en question beaucoup l'envie de devenir adulte parce que moi j'ai eu un regard très dur sur les adultes quand j'étais enfant et puis j'ai eu un regard très envieux sur les adultes quand j'étais ado. Puis une fois que j'étais adulte, c'est dernièrement où je me suis dit ah mais en fait c'est moi l'adulte. Mais voilà. Puis c'est pas parce que je suis enfant, hein, c'est pas parce enfin j'ai le sens des responsabilités, hein, je l'ai toujours eu. C'est juste que justement mon rapport au temps il est simplement dans mes sens. C'est-à-dire que il y a que mes sens qui me donnent des informations sur le ici et le maintenant. Tout le reste c'est atemporel. Donc en fait je suis juste dans mes sensations pour savoir ce qui se passe maintenant. Mais ça, je l'ai toujours fait, je le ferai toujours. Je sais pas si c'est le temps, c'est pas grand-chose. Ouais, ouais, mais je te rejoins, mais c'est bien justement d'avoir ce. Bah, j'aime bien avoir aussi cette partie d'échange sur ce ressenti personnel et sans doute partageable à d'autres personnes qui sont en train de nous écouter sur bah, cette appartenance ou pas à l'âge adulte, se sentir adulte ou pas, et puis euh, avoir le cœur de laisser sortir son enfant en disant mais il va jouer, ça va être super. Et c'est pas une faute en soi que son enfant joue, c'est pas une faute d'être heureux de faire ce qu'on fait, c'est pas une faute d'être heureux d'être là en fait, tout bêtement, alors qu'on pourrait croire à des moments précis, dans des périodes de vie et dans la façon dont on a regardé la vie. Évidemment, ça nous appartient autant que au monde qu'on regarde, voire plus. Mais mais il y avait des moments où moi j'étais persuadé, en tout cas en regardant le monde, qui voulait pas que mon enfant n'était pas acceptable. Il y avait un truc comme ça.
Bref, je vais Je vois passer à pas la du suite. tout de quoi tu veux parler, ça m'est jamais arrivé ça. Mais alors pas du tout. En tout cas, récemment, il y a quelques années, dans les choses qui m'ont permis de faire des petits switches, des petits déclics qui m'ont été vraiment précieux, il y a deux clés qui m'ont aidé à trouver cet espace de quiétude. C'est de distinguer l'objectivité et la subjectivité, même si ça paraît vraiment très très basique comme façon de faire. C'est redéfinir ça et c'est de voir qu'en fait, j'ai l'impression que souvent on parle comme si on connaissait une objectivité qui n'existe pas. Et en plus de ça, la subjectivité, dedans, il y a le sujet. Et pour autant, c'est assez dévalorisé de parler de subjectivité, et alors que l'objectivité qui a un rapport à l'objet est peut-être euh, plus ce vers quoi on doit tendre pour être un petit peu crédible ou je sais pas quoi. Là, justement, J'adore. sur cette chaîne, moi, j'assume le fait d'être un sujet qui parle un petit peu de façon désordonnée, comme on est en train de le faire, mais avec cœur, et que c'est le sujet qui est là avec toi, et donc c'est les subjectivités qui sont les nôtres qui discutent entre elles, et c'est en ça que ça me fait plaisir. Donc ça, c'est la première clé qui m'a aidé vraiment à justement, j'en arrive à la deuxième clé, donc à relativiser, puisque c'est de distinguer le relatif et l'indifférencié qui m'a aussi beaucoup aidé. Donc je sais pas si tu vois ce que je veux dire dans ces deux clés, et est-ce que toi, ça en est pour toi, et de quelle manière ça sonne pour toi, ça? Oui, oui. Alors ça me parle beaucoup, objectivité et subjectivité, beaucoup. Parce que pour moi, l'objectivité, elle est forcément relative, hein. Je me suis posé la question, hein, je suis partie de là. Quand j'ai tout reconstruit à 18 ans, c'était ça. C'est dire, je pars de mes sens. Puis après, je me suis rendu compte que toute l'information dans mes sens, elle est codée par mes récepteurs et puis elle est gérée par mes neurones. Donc en fait, le moment où l'information de mes sens arrive au cerveau, elle va se comparer à tout ce que j'ai vécu avant. Donc ça y est, c'est foutu, je suis plus neutre. Donc il n'y a pas vraiment d'objectivité. Puis après, derrière la subjectivité, il y a l'individuation. Puis ça, mais il n'y a rien de mieux. L'autonomie, pour moi, ça veut rien dire, l'autonomie. Quoi. Je peux lasser mes chaussures toute seule, super. C'est pas ça, l'autonomie. Enfin, c'est sûr que du point de vue du citoyen, c'est bien d'avoir un citoyen autonome. Mais du point de vue de la personne, ce qui est important, c'est l'individuation, c'est de pouvoir être moi-même, de pouvoir avoir la chance de vivre cette vie en résonnant avec ma caisse de résonance à moi. C'est rien de plus, rien de moins, mais c'est incroyable. Et puis de pas avoir à, justement, à pas avoir à se confondre avec une masse à laquelle on ne ressemble pas, mais en même temps de jouer son rôle. Je trouve ça magnifique. Chouette. Bah oui, oui, je partage ça. Et puis bah du coup, la deuxième chose, et la deuxième clé, je suis passé un peu rapidement dessus, mais faire le distinguo entre le relatif et l'indifférencié. Ce que je veux dire par là, c'est que si jamais on rentre dans la subjectivité, à ce moment-là, tout est relatif, puisque tout passe par nos sens, tout est filtré, et donc du coup, on n'a pas accès à une objectivité quelle qu'elle soit. On peut l'imaginer, mais on ne peut pas y avoir accès, puisque dès qu'on la touche, on la déforme. Comme on peut voir que l'observateur change l'expérience à laquelle il assiste, même juste en tant qu'observateur. Voilà. Et donc, il y a ce truc-là de dire, en fait, on a tendance, je crois, à paniquer un petit peu ou à faire paniquer les gens quand on parle de tout est relatif d'une certaine façon, même si c'est un non-sens en soi, puisque si tout est relatif, ça veut dire que je crois que c'est absolu. Mais bon, il y a ce petit truc de dire, faire le distinguo entre le relatif et l'indifférencié, ça veut dire que moi, à l'intérieur de moi, j'ai pas la même dose de joie selon la situation que je vis. Donc du coup, c'est ça qui va être ma boussole et non pas la justice que je connaîtrais mieux que les autres ou qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire, qu'est-ce qu'il faut dire et pas dire et tout ça, tout ça. Donc du coup, c'est cette distinction-là. Je sais pas à quel point je l'exprime de façon claire, mais en tout cas, c'est celle-ci que j'ai derrière la tête quand je parle de cette clé-là. Voilà. Ouais, j'adore. Pour moi, c'est l'intersubjectivité et l'intrasubjectivité. Et les Ah, deux sont valides. ouais. Je partage, c'est en co-construction avec les autres, donc ça c'est mon intersubjectivité. Donc à chaque fois, je sais pas. Je dois toujours demander. C'est pas que je doute, hein. Je sais ce que moi je sais, mais je dois savoir si l'autre sait aussi. Et puis si on sait la même chose, si on sait autrement, c'est génial. On recommence à chaque fois. Non, c'est l'intersubjectivité. C'est tout en co-construction. Après, l'intrasubjectivité, c'est que je me permets d'avoir ces dialogues avec moi-même. Je crois pas tout ce que je pense. Et puis c'est constamment, justement, renégociable en fonction du contexte, de ce que j'ai envie. Puis ça fait pas de moi quelqu'un d'inconstant. Au contraire, je pense que je suis plutôt, le mot qui me vient, c'est chiante, mais là, je bouge pas beaucoup, quoi. Je suis plutôt stable. Voilà, stable, pardon, c'est un peu, pardon. Voilà, je suis stable.
Ok, tu te sens stable là dans l'équilibre que tu as trouvé depuis combien de temps tu dirais cette stabilité, tu l'as fait commencer quand? Alors c'est marrant hein, parce que donc je suis partie 15 ans aux États-Unis, je suis revenue il y a 3 ans et puis ce que je suis ne surprend personne. Tout le monde pense que je suis la même. Puis je me dis mais c'est pas possible. Il y a 15 ans là-dedans. Puis moi j'ai pris du temps pour être qui je suis. Mais ça ne surprend personne. Et tout le monde dit mais t'as pas changé. Puis quelque chose qui mérite, quelque chose qui m'enchante. Donc je pense que j'ai toujours été assez stable. Ok, ouais, je C'est comprends. triste hein. Ben non, c'est pas triste, c'est étrange, mais peut-être que à travers tu n'as pas changé, il y a aussi un petit peu de, je sais pas, moi je sentirais de l'affection et de l'amour envers toi aussi qui va à cet endroit-là, non? Ah bah oui, 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 il y a ça. En fait, pour tout le monde, c'était assez évident que j'étais différente. Il n'y a que moi qui pensais que la différence avait une valeur négative, hein. Je pense que personne n'y avait mis même pas une valeur, c'était juste une reconnaissance. Je ne savais pas. Donc c'est bizarre, on est toujours un peu entre deux, on est toujours un peu décalé. Euh, donc qu'on me reconnaisse comme celle que j'ai toujours été, ben, je trouve ça génial. Parce que du coup, ben, j'ai perdu personne et personne ne m'a perdu. Puis en même temps que j'ai envie de crier aux gens, mais vous vous rendez pas compte de tout ce que j'ai vécu. Puis après Bah ça, ouais. bah, ça va parce que les questions viennent et puis les conversations se font aussi, donc c'est intéressant. Hmm. Mais oui, c'est intéressant ce sujet-là justement d'avoir ces retours des gens. Je me dis à quel point tu es identifié à une Christine fixe ou pas? Parce que là, tu me parles de stabilité. Je voudrais savoir qu'est-ce que tu attribuerais à de l'identification. Est-ce que tu as envie de défendre Christine dans certains aspects que les autres ne reconnaissent pas assez ou auxquels tu aimerais coller pour être une meilleure version de toi-même, comme c'est la mode de le dire? Comment ça se passe pour toi? Mon Dieu, non. Non, j'adore qu'il y ait plein de facettes que les gens ne connaissent pas. Ça me gêne pas du tout. Euh, mais c'est ça le dilemme avec l'authenticité, hein, c'est qu'en même temps, moi j'aurais envie d'être entièrement transparente et de tout montrer. Puis en même temps, bah, l'authenticité, c'est d'être seulement celle qu'on est au moment où on est là, quoi. Hmm. Ouais, tout à fait. Mais justement, cette humanité à l'intérieur de nous, si tu veux, c'est difficile de ne plus être sélectif avec dans qui on se reconnaît. Et donc, du coup, j'ai l'impression que dans le rapport sacrificiel au monde, il y a beaucoup qui est joué par l'identification. En fait, si je m'identifie à un personnage, alors bah, il a des caractéristiques identifiables, donc auxquelles je m'identifie et il s'identifie, ce personnage, et je veux faire croire que je suis ce Mathieu tel que je le connais ou tel que je voudrais qu'il soit en permanence. Et il existe un nombre incalculable de Mathieu à rejeter et à réprimer, à nier et finalement à repousser à l'extérieur de moi. Donc je vais passer mon temps à rencontrer des gens qui porteront les caractéristiques que je veux pas rencontrer chez moi. Chez les autres. Et donc à partir de ce moment-là, pour se défendre soi, dans l'identité qu'on veut avoir, pour être valable à ses propres yeux, on laisse tous les humains qu'on ne voudrait pas incarner à l'extérieur de soi et on passe son temps à les rencontrer. Est-ce que ça te parle comme une vision de la vie ou est-ce que c'est un peu caricatural ou trop à l'ouest? Ah non, non, mais j'ai toute une partie de moi qui a vécu comme ça. Bah, c'est venu après le stade du crayon, quoi. Mais, parce que c'est ça, hein, il y a un moment où... bon, après, je savais pas que c'était Jung qui l'avait dit, pour moi c'était encore religieux, hein, où dans mon enfance religieuse, on m'avait dit que c'était de la projection, en fait, parce qu'on est censé aimer tout le monde. Mais c'est bien beau, mais moi, je me suis pas forcément sentie aimer tout le monde, donc il y avait un petit paradoxe là quand même. Donc, bah, voilà. Euh, j'ai vraiment grandi dans le paradoxe au niveau de la religion. Mais c'était ça, je savais bien qu'il y avait des parties, enfin, qu'il y avait certaines choses chez les autres que je refusais chez moi, mais en même temps aussi des choses qui m'attiraient chez les autres qui étaient très différentes de ce que moi j'étais. Mais je pense que c'est le moment où, alors je dis pas que je juge jamais, hein, c'est pas ça, mais je pense que le moment où je me suis dit mais j'ai ni jugement ni opinion, ça va me donner plein de temps, puis j'avais raison. Il y a un moment où je me suis dit bon bah je saurais pas, je sais pas ce que pensent les autres, je sais pas qui sont les autres, je sais à peine qui je suis moi. J'ai pas forcément d'opinion parce que ça prend beaucoup de temps à nourrir une opinion, parce qu'on peut pas en changer, hein, il faut toujours la justifier, donc j'en ai pas beaucoup. Euh,
Bah, ça paraît un peu bête comme ça, mais sincèrement, Non, non. c'est plus léger hein, d'avoir un sac un peu moins lourd, quoi. Donc c'est un peu ça. Puis je pense que dans l'approche hein, symétrique dont on parlait tout à l'heure, bah, l'autre il peut être ce qu'il veut. Tout à fait. En fait, l'harmonie existe à l'endroit où on n'a pas besoin de critères. C'est une histoire de conditionnalité finalement. Euh, S'il y a un amour a priori, alors il fait justement partie. C'est pour ça que c'est la religion qui va véhiculer, entre autres, ce genre de message, puisque c'est dans la religion qu'il va y avoir cette notion d'amour inconditionnel, même si dans les faits, souvent on peut vérifier le fait que c'est sur le papier c'est marqué inconditionnel, et puis finalement il faut faire des trucs pour être aimable. Donc c'est un peu bizarre ce que tu disais tout à l'heure. Mais quand même, c'est un message important d'avoir cette notion d'amour inconditionnel qui existe pour pouvoir essayer de s'y connecter parce que ça demande une certaine foi, en fait, à un endroit où on accepte de ne pas savoir, où on accepte de ne pas maîtriser, se saisir et pouvoir manipuler les choses pour les comprendre. Là, l'esprit scientifique, il est des fois un petit peu dépassé par le fait d'avoir en face de toi quelqu'un qui est humain, c'est indéniable, il a deux bras, deux jambes, il te regarde et il te dit des conneries plus grosses que lui, de ton point de vue, et tu auras envie de le bannir directement, tu auras envie de dire mais qu'est-ce que tu fais partie de mon humanité, toi, va-t'en. Et ça demande un travail, limite une fois, de laisser passer quand même la possibilité que l'amour circule à cet endroit-là. Donc je sais pas, j'avais envie de partager ça avec toi aussi. Ah oui, non, mais on est bien d'accord qu'il y a des gens qui nous testent hein, quand même, ça c'est certain. Puis, mais je crois que c'est bien d'être testé. J'ai fait ma thèse en Afrique du Sud, 20 ans après dans le régime de l'apartheid, et puis j'ai observé des travailleurs sociaux dans la réhabilitation de jeunes délinquants pour empêcher la récidive. Puis mon postulat de base, c'est si eux peuvent déployer des attitudes positives, tout le monde peut. Parce que vraiment, ils étaient à la limite de tout. Hein. Et puis ma conclusion de ma thèse, c'est qu'en fait, c'est pas les gens qui portent les attitudes positives, c'est les missions des organisations. Donc en fait, moi, comme individu, je suis forcément ambivalente, j'ai forcément le bien, le mal, tout ce qui va entre deux et en dessous, j'ai tout ça en moi. Donc je ne peux pas à moi me demander de porter la paix. Mais la seule chose qui peut la porter, c'est pour moi de rejoindre une organisation qui a comme mission de la défendre. Alors j'arrive avec cette super conclusion. Et puis donc j'étais encore aux États-Unis, hein, puis dans le sud dans le sud de la Géorgie. Puis je vais vers ma petite église comme ça, puis je vais leur expliquer les résultats de ma thèse. Et là, au moment du café, pendant que je suis en train de faire du café, un peu ironique hein, quand même, mais il y a quelqu'un qui doit bien avoir 30, 40 ans de plus que moi, qui vient puis qui me met amicalement la main sur l'épaule, puis qui me dit j'ai beaucoup aimé tes photos. J'aurais bien aimé aller en Afrique du Sud, mais évidemment, je suis un petit peu partiale à l'ancien gouvernement. Puis là, mais j'ai tout mon monde qui s'écroule. Là, je viens de passer 4 ans d'études sur un truc mais qui m'appartient, mais dans les tripes. Et puis il y a un type avec qui ben, je suis dans la même église depuis 7 ans. Je m'occupe de ses petits-enfants le dimanche matin, qui est en train de me dire que ben, en fait, il préférait la ségrégation et puis qu'il trouvait mes photos jolies. Hein? Puis je suis en train de Ouais. lui faire du café. Hein? Puis là, je me dis, non, mais c'est pas possible. Puis vraiment, j'ai pris du temps parce qu'il a fallu réconcilier ça. Puis la seule manière où j'ai pu réconcilier ça, c'est en me disant, mais c'est exactement l'illustration de ce que j'ai trouvé dans ma dissertation. C'est ni lui ni moi qui avons raison ou tort, mais c'est l'institution que les deux on sert. C'est le fait que justement quelqu'un comme lui et quelqu'un comme moi puissent se trouver dans une salle de conférence à faire du café ensemble, c'est ça qui fait que justement on est en train de servir la paix. Je peux dire, je suis allée loin pour aller chercher la résolution de l'inconfort et du manque d'harmonie que je ressentais à cette seconde-là. C'était compliqué. Mais après, c'est ça. Pour moi, c'est mon travail. C'est quand je suis en déséquilibre, c'est de me dire, mais j'ai forcément tort. Il y a forcément un truc de ce monde que je comprends pas. Qu'est-ce que je peux comprendre? Ben, c'est une question de référentiel à un moment. Hmm. Merci de nous partager ça, c'est super parlant quoi cet exemple. Là, il faut avoir des trésors d'humanité pour aller chercher la cohérence et la paix à l'intérieur de toi dans cette situation-là. Bravo, chapeau.
Je suis en admiration quelque part. Je sais pas si j'aurais été capable de faire pareil. Merci de l'avoir fait pour moi, tu vois, j'ai pas eu à le faire. Ah non, mais t'as pas le choix, tu fais quoi? Tu te dis non, mais je. Bon, après, tu sais, quand tu finis une thèse, tu sais que tu sais un tout petit truc sur un tout petit truc, hein, tu sais. Hmm. Mais tu peux pas te dire que même ce petit truc, il peut être remis en question comme ça par quelqu'un au quotidien. Tu peux pas, quoi. Voilà, tu vas chercher bah, comme je disais tout à l'heure, tu vas chercher le dénominateur commun, tu vas chercher ce qui unit plutôt que ce qui divise. Et puis, pour l'histoire, c'était quand même 2016, donc c'était le moment très très divisé aux États-Unis. Donc là, voilà, j'ai fait ma part. Hmm. Est-ce que justement là on a une illustration d'un moment où tu arrives à contacter ton humanité dans un moment où ça challenge un petit peu le fait de continuer d'y être branché? Est-ce que dans une période de ta vie plus ou moins longue, il t'est arrivé d'avoir un rejet aussi fort que l'amour que tu peux aujourd'hui contacter? Je parle de symétrie, justement là. Je parle de la possibilité qu'on a, je pense, quand on est capable d'amour inconditionnel d'une certaine façon, on est aussi capable d'une souffrance énorme de ne pas pouvoir laisser cet amour circuler. En fait, quand il circule pas, c'est une grande douleur, celui-ci. Bah, ça revient un petit peu à la logique que j'illustrais en disant que je me sentirais plutôt un monstre qu'un extraterrestre. C'est la même logique. Je peux pas imaginer cette violence-là sur les autres, mais je peux tout à fait la concevoir sur moi. C'est tragique hein, de dire ça parce qu'il n'y a pas de raison, mais oui, ça me parle. Mais ce sera pas. J'aurais beaucoup de peine j'aurais beaucoup de peine à aller dans cette intensité-là pour les autres. Beaucoup de peine. Ok. Et est-ce qu'en contactant justement celle qui pensait qu'elle était un monstre, tu penses pas que la réciproque était vraie au niveau symétrique, mais que juste c'était pas assumable? Non, 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 je pense qu'elle avait raison. Non, non, je pense qu'elle avait raison. Je suis très contente d'avoir rencontré cette partie-là. Parce que je pense que au niveau du potentiel, tout était possible à l'époque. Je pense vraiment que tout était possible. Je sais pas, hein, celle que j'aurais pu être, mais je sais celle que je me sentais capable de devenir. Ok. Bah, à titre personnel, moi je suis en train d'écrire mon premier livre et dans une partie très importante de ma vie, donc une majorité des années passées dans la peau de Mathieu, euh, ont été pour moi un dégoût très prononcé pour moi-même et pour l'humanité. Et donc il y a une phrase que j'ai écrite, que je cite de mémoire et qui, voilà, ce qui vaut ce qu'elle vaut, c'est je détestais l'humanité à la hauteur de l'amour que j'aurais aimé ressentir pour elle, en fait. C'était vraiment ça qui se passait à l'intérieur de moi. Et donc du coup, je me pose la question par rapport justement au fait que toi, tu as des enfants, et je me dis, ben, là, ce que je viens de t'expliquer, c'est pourquoi j'ai pas encore d'enfants, c'est parce que j'avais vraiment euh, ce rejet très fort de la force de l'amour que j'aurais aimé ressentir et qui n'était pas évident à trouver. Et donc je me dis, au tout début de notre échange, ben, je te demandais ce que ta sensibilité avait à dire. Et cette sensibilité, elle est aujourd'hui incarnée aussi par tes enfants. Bien sûr, ils l'incarnent à leur manière, mais il y a comme une sorte de continuité, évidemment, génération en génération. Donc ils le font chacun à leur manière. Qu'est-ce que ta sensibilité ressent lorsqu'elle est en contact avec celle de tes enfants? Mais c'est la question en or, ça, Mathieu. Oh mon Dieu. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Ils sont pas moi, hein, clairement pas. Euh, Ils sont quand même la moitié de moi, mais même, c'est même pas la moitié que je connais, parce que je connais encore pas tout de moi. Donc voilà, donc je me découvre autant que je les découvre eux. Ils m'inspirent tellement. Ma grande, elle a besoin de cohérence, elle a besoin d'alignement. Et puis, c'est tellement clair quand elle le vit, donc ça donne vraiment envie. Donc tout mon côté un peu nomade, chaotique, tout ça, ben, je le mets de côté parce qu'elle a besoin d'ordre. Et mon fils, lui, il a besoin de règles, il a besoin de... et beaucoup de chatouilles. mais, mais il a besoin de règles. Et puis, il a besoin d'être... Lui, il a besoin de contact physique que moi, j'arrive pas. Mais lui, il a besoin de bataille de coussins. J'arrive pas à faire ça. C'est trop violent pour moi. Alors, du coup, j'ai fait des balles en crochet comme ça. Comme ça, on peut se lancer des balles en crochet, enfin, des balles en mousse comme ça. Parce que ça, je peux faire. Mais les coussins, je pourrais jamais frapper mon fils avec des coussins. C'est pas possible. Même si lui, il trouve ça génial. Hein, c'est ça qui est paradoxal. Et puis, ma petite, elle a une imagination complètement dingue. Mais c'est tellement intense. Elle vit les choses de manière tellement intense que je sais pas, j'ai pas envie de la protéger, mais j'ai juste envie de contenir, mais même pas contenir parce que c'est dommage, parce qu'elle
ça se contient pas tout ça, mais enfin, voilà, je dis que son ange gardien, il doit être en burn-out parce que elle grimpe partout, elle essaye tout, puis ben, il fait du bon boulot, hein, mais on veut pas en changer. Mais enfin voilà, donc du coup c'est tout le temps confrontant, c'est tout le temps des moments de magie. Et puis ben, en fait, mes enfants ils me connaissent pas, ils me connaissent que comme leur maman. Puis c'est assez bluffant, assez bluffant. Parce que moi, comme adulte, ben, j'ai l'impression d'avoir 5 ans de vie. Et puis, pour eux, ben non, maman, c'est celle qui a toujours la même règle sur la Switch, toujours la même règle sur on mange pas sur le canapé. Et puis voilà, et puis c'est marrant parce que je suis mais entièrement réduite à ça. Alors qu'en fait, bah, il y a peut-être autre chose, mais peut-être qu'ils le découvriront, peut-être pas. Donc voilà, non, mais c'est que des moments de bonheur. Euh, ouais, je suis très très reconnaissante d'avoir ce bonheur-là et puis de pouvoir vivre ça dans vraiment, vraiment d'avoir ce rôle dans ma vie, c'est magnifique. Ouais, bah ça s'entend, ça se transmet, il n'y a pas de souci, c'est message reçu. Et ce que j'entends, c'est qu'il y a plusieurs choses dans ce que tu me réponds. Il y a déjà les facettes de toi qui sont éclairées par tes enfants, en fait, parce qu'ils te renvoient par leurs besoins, par ceux, en tout cas, que tu vois chez eux, auxquels tu réponds. Ils te renvoient à, justement une sollicitation de toi-même différente. Ils t'ont fait découvrir des facettes de toi d'une façon différente, j'ai l'impression. Donc ça, c'est un premier point. Mais surtout, celui qui attire mon attention, ça fait plusieurs fois que ça revient dans notre échange, c'est celui de le sujet de la violence. Euh, Est-ce que tu connais ta violence? La mienne, Ouais. alors forcément oui, mais encore, ouais, c'est le monde intérieur que je connais. Dans cette violence-là, oui. Ok. Et donc cette violence, elle a été vécue de toi à toi, dans quelque chose de plutôt privé, secret, euh, et jamais, de ton point de vue, jamais elle a été visible ou dirigée vers quelqu'un d'autre. Ah bah si, bah, après il y a colère et violence, hein, mais moi je pense que la colère elle a sa place, hein, c'est une émotion nécessaire pour sortir d'un système oppressif, donc elle ne me dérange pas, hein. Plutôt enfin, elle est pas toujours très intelligente, mais je trouve qu'elle est toujours, enfin, elle a toujours un sens. Et après j'arrive pas à répondre parce que tu m'as demandé si je connais ma violence. Justement, c'est là où c'était intéressant ce que tu m'évoquais, c'est le fait que ton fils, il est en demande de bataille de coussins, et que pour toi, ce soit compliqué d'accéder à ce niveau de violence parce que, j'imagine parce que c'est ton fils, parce qu'une bataille de coussins avec, je sais pas, avec quelqu'un que tu connais Ah bien, non, je avec peux un pas. ami, ce serait... Ah non, même avec un ami, Non, ce non, serait non, non. pas... Ok. Ah non, 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 je peux pas. Non, 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 je peux pas. Non, non, Ok, mais ok. j'ai un seuil, vraiment, que ce soit la douleur ou la violence, mon seuil de tolérance, il est très, très bas. Si j'ai trop de douleur, je m'avanouis. Je tiens pas la douleur. Mais vraiment, je vois mon sang, pouf, je pense que je vais mourir, alors du coup, je m'évanouis avant. Je suis vraiment Ok. pas très, ouais, j'ai pas ces outils-là. Et puis pour la violence, c'est pareil. Ça me fait mal, ça me fait vraiment mal. Que ce soit la violence qui est faite aux autres ou la violence qui m'est faite à moi, c'est pareil, hein, j'arrive pas. Euh, maintenant, moi, quand j'étais petite, je me battais, hein, parce que comme j'étais la bouc émissaire, enfin la tête de turc à l'école, je me battais aussi. Euh, mais je crois que c'est plutôt la connexion à ma force que la connexion à ma violence qui me faisait peur. Ok. Puis une fois qu'on se rend compte qu'on a de la force, euh, je sais pas, c'est différent. On sent qu'on a le contrôle. Puis après, je me suis rendu compte que la force, c'est autant pour construire que pour détruire, et puis que les deux sont nécessaires. Puis qu'il y a des choses qu'il faut construire, puis qu'il y en a d'autres qu'il faut détruire. Et puis c'est ok. Ok. Donc ouais, je vois quand même ce que je prenais pour quelque chose où il y avait une sorte de déconnexion, de dire non, non, la violence, non, en fait, finalement, la force, ça te faisait peur aussi ta force, d'une certaine manière. Mais, il y en a plusieurs, hein. Il y a celle que j'avais, puis il y a celle que j'avais pas. Alors, mais celle que j'avais, j'ai toujours été assez éloquente, puis j'ai toujours pu me sortir de situations par l'intimidation. Et Ok. puis, on m'a aussi beaucoup donné de responsabilités sans que je les demande.
Puis il y a un moment, je trouvais ça me donnait une place, puis il y a un moment où ben, je trouvais que c'était un peu pesant. Donc il y a un peu, oui, il y a un peu cette posture qu'on m'a assez souvent donnée. Et puis après, il y a la force où je me suis sentie ben, femme. J'ai beaucoup senti la différence des genres. Déjà parce que dans ma famille, c'était très clair que j'avais un frère et que j'étais la fille. Mon frère faisait du tennis, moi je ramassais les balles. Ça paraît une boutade hein, comme ça, mais c'est la réalité quand même. Et puis du coup, ben, ouais, il y avait quand même une grande différence. Et puis revendiquer ma force comme femme, puis même l'intelligence comme femme, c'était pas facile. Même si j'avais raison, j'avais pas raison parce que j'étais une femme. Il y avait une blague que mon père avait racontée. C'était bah, les femmes ont toujours tort quand elles ont raison, elles ont tort d'avoir raison. Et puis ça a fait beaucoup rire mon frère. Et puis, enfin d'abord non non, mon père l'avait dit, les hommes ont toujours raison et quand ils ont tort, ils ont raison d'avoir tort. Et c'est mon frère qui a changé en disant voilà, les femmes ont toujours tort. Et puis Ok. c'était à l'âge, je devais avoir 5 6 ans, c'était à l'âge où les choses étaient très logiques. Puis quand elles étaient logiques, elles étaient implacables. Quand ça soit implacable, on ne peut pas les changer. Et puis du coup, ben je me suis sentie très enfermée dans cette logique-là. C'est dommage, hein, mais j'ai beaucoup cru pendant longtemps. Puis donc j'avais cette ambivalence en sentant une force chez moi, parce que j'étais capable de convaincre, j'étais capable de prendre le lead, j'étais capable de prendre des responsabilités, puis en même temps j'étais jamais prise au sérieux parce que j'étais une femme. Donc j'ai grandi, enfin ça m'a pris beaucoup de temps hein, de pouvoir dire je suis femme et leader, je suis femme et responsable, enfin le et, c'était douloureux pendant un moment. Mais il y a d'autant plus de force dans ta manière de l'incarner aujourd'hui, de ce fait-là pour toi ou pas? D'avoir attendu, d'avoir... non? Non, non, mais t'as pas de médaille pour avoir souffert. Non, 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 mais c'est dommage, c'est dommage. j'entends ce que tu me dis et j'entends que c'est dommage. Et au-delà du fait que ça soit dommage, parce qu'on en convient, on souhaite ça à personne en fait finalement de. Mais l'effet collatéral de ce truc-là, est-ce que c'est pas d'avoir justement, je reste sur la symétrie, c'est-à-dire que j'ai l'impression moi que quand on est capable d'être en difficulté comme ça, c'est qu'on est capable aussi d'être en force comme ça. Enfin, il y a vraiment un truc qui me paraît polarisé d'une certaine façon. Et donc je me dis que dans les personnes que je croise, mais c'est peut-être par identification, c'est peut-être par résonance uniquement, j'ai l'impression que la force des gens qui ont connu l'autre côté de ce qu'ils incarnent, ça fait que ce sont des gens complets d'une certaine façon, et leur force, s'ils ne sont pas nés avec cette force, alors ils l'incarnent d'une façon encore plus touchante pour moi, mais c'est peut-être juste parce que bah voilà, c'est une histoire c'est une histoire d'appropriation ou je sais pas quoi, ou de résonance trop prononcée. Mais je suis beaucoup plus touché par justement un récit comme le tien en me disant bah là ouais, mais là t'es allé explorer ça, t'en as senti t'as senti chaque cran qui est passé, t'as eu des déclics qui t'ont aidé à aujourd'hui être femme et leader, et tout ce que tu viens de nous livrer. Et puis bah, l'échange qu'on est en train d'avoir le montre également, parce qu'il y a quelque chose de très posé et de très sincère et de spontané, de frais, et puis de posé. Vraiment, il y a quelque chose. Enfin, je sais pas. Moi, je suis vraiment content qu'on ait cet échange-là, et je me dis, bah, je goûte une sorte d'épaisseur qui y aurait peut-être pas si jamais bah, t'avais eu accès à ta force, puis voilà quoi. Sans aucun doute, je regrette pas une seule seconde. Puis je te dis ça, mais alors avec mais tellement de sincérité. Mais je refais tout pareil. Puis j'ai détesté plein de parties, hein, mais je refais tout pareil. Parce que ça me permet justement aujourd'hui d'avoir l'écoute que j'aimerais vraiment avoir. Là, tu vois, où je peux vraiment être là avec les gens dans ce qu'ils vivent. Et puis, sans avoir besoin qu'ils soient réparés parce que je veux que mon monde soit réparé. C'est OK d'être cassé. Hmm. C'est OK. Euh, c'est OK d'échouer. C'est OK de lâcher. C'est OK de. Ouais, voilà. Mais je pourrais pas le dire si je l'avais pas vécu, hein, s'il y a pas, si j'ai pas eu des renoncements qui ont été nécessaires. Hein. Euh, ouais, enfin, tout est beau. Hmm. Tout est bon. Justement, bah, tout est bon, et il y a il y a cet angle qu'on a pris au fur et à mesure de cet échange, qui est la réunion de l'humanité le plus largement possible à l'intérieur de soi.
Et ce tout est bon, je trouve, bah voilà, termine bien cette première partie d'interview. Je vais passer la main à Gaëtan. J'aurais une dernière question pour toi avant, même peut-être deux en une. La première, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui manque à notre échange selon toi et que tu aimerais dire avant qu'on passe à l'étape suivante? Et deuxième chose, c'est la question rituelle de cette fin d'échange, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus normal chez toi? Le plus normal, c'est mon amour de faire la vaisselle, je crois. Mais vraiment, j'adore ça. C'est horrible. Je trouve ça méditatif. J'adore contempler ce qu'on vient de manger, le fait qu'on soit tous ensemble, qu'on ait pu faire ça. Enfin voilà. Donc je, je, j'ai les pâtes dans le lave-vaisselle avec les biscuits et tout ça parce que je l'utilise pas. Donc voilà, ça c'est, je crois que c'est le plus normal. Il y a quelque chose qui me manque à notre échange. Ben, il y a l'envie quand même d'avoir répondu aux questions, enfin d'avoir quand même servi à quelque chose. Donc j'espère que ça a servi à quelque chose. En tout cas, ça aura déjà servi à me donner le sourire. Tu m'as vu sourire à de nombreuses reprises pendant cet échange-là. J'ai ressenti beaucoup de joie justement au fait de laisser un peu les choses venir. C'était beaucoup plus... Je me suis autorisé pas mal de choses. Alors, je sais pas si c'était au détriment de l'échange ou pas, mais je teste aussi dans les échanges à des moments où je sens ça possible, la joie d'être dans le... Je sais pas trop ce qui est en train de se passer, mais c'est chouette. Voilà. C'est une partie de ce qu'on a partagé pour moi, en tout cas aujourd'hui. Bah, je te laisse dans les mains de Gaëtan, alors ça te va? Ça marche. Merci. Ok, super. Bon, à tout à l'heure pour la fin. C'est le moment de Gaëtan. Merci. Merci à toi Christine pour ces minutes passées ensemble avec Mathieu et puis avec moi. L'idée, ça va être avec subjectivité d'essayer de retirer certains points que j'ai notés de votre discussion que vous avez eue ensemble. Et puis surtout, n'hésite pas à m'interrompre si tu penses que j'ai mal synthétisé ou si tu veux rajouter quelque chose. Tu es tout à fait la bienvenue dans cette partie-ci aussi. Donc Christine, tu nous as parlé et tu t'es à un moment donné senti plus monstre qu'extraterrestre et le mot n'est pas anecdotique puisque extraterrestre c'est quand même quelque chose qui peut avoir une forme humaine ou pas humaine. Monstre, c'est carrément, on est carrément en dehors. C'était pour toi, de ton ressenti de l'époque, plus facile pour les autres que pour toi. Ce qui fait que sur environ tes 18 ans, si je dis pas de bêtises, tu t'es construit un faux self jusqu'à tes 18 ans, que tu as décidé de détruire à un moment donné, à la recherche d'un dénominateur commun, et si possible, du coup, retourner vers quelque chose le plus simple possible pour justement créer ce dénominateur commun. Est-ce que jusque-là, ça correspond à ce que tu nous as évoqué? Magnifique. Dans cette logique, plutôt que de chercher le côté similaire, de chercher le côté faire ensemble. Tu parlais à un moment donné de ce qu'il y a dans ta tête, en disant, bah évidemment, tu nous montres à un moment donné que ce qu'il y a dans ta tête, une des parts de ce qu'il y a dans ta tête. Moi, je me suis posé une question assez simple en fait. Vous êtes combien? Il y a combien de personnes dans ta tête? Mais autant que nécessaire. Euh, mais c'est quand même un peu ça, hein. À la base, il y en a quatre que j'écoute bien. Il y a le corps, hein, je commence toujours par là. C'est quoi le ressenti ici maintenant? Je pars de mes sens. Après, il y a logiquement toute la partie affective, les émotions, mais il y a aussi ce que j'en pense. Et puis après, il y a aussi une partie un peu plus transcendée, mais enfin, l'imaginaire. Puis tout ça, ça communique toujours assez bien. Ça a pris du temps, mais ça communique assez bien. Euh, Puis pour revenir au monstre, je me souviens avoir été très très marquée par Frankenstein. Puis la scène où il y avait la créature qui va demander des comptes au créateur. Puis c'était un peu ce rapport-là que j'avais. Je me demandais pourquoi j'avais été créée comme ça. C'était ça, l'idée du monstre. À un moment donné, justement, tu as confronté entre guillemets tes parents en leur demandant qu'est-ce que je fais là, comment ça se fait que je ressens ça. Tu as essayé d'évoquer ça avec eux? Je les ai pas tellement vus comme mes créateurs. Ouais, enfin, mes parents, je les ai plutôt vus comme j'avais l'impression qu'il fallait plutôt les soutenir pour m'éduquer. Ils étaient un peu perdus des fois. Mais donc non, moi c'était pas vers eux que j'allais, c'était plutôt c'était spirituel, c'était carrément à Dieu. D'accord.
C'est lié au fait que, comme tu nous disais, tu avais eu finalement une enfance très liée à la religion dans ton éducation. Le fait que tu te tournes assez vite vers le spirituel, à ton avis, ça a joué? Il y a ça, il y a une recherche métaphysique et spirituelle qui a toujours été intense, donc je pense la poule et l'œuf, les deux à la fois. D'accord. Tu nous as dit que justement, l'enfant intérieur qui est en toi, ça te permet par ton ressenti d'être dans le présent, le maintenant. Tu as eu une difficulté à être dans le présent, le maintenant, à un moment donné dans ta vie, à peut-être être soit dans la nostalgie du passé, soit dans la projection de l'avenir et pas dans le maintenant. Ça a été un problème pour toi? C'est un très gros problème. Je pense que c'est là où il y a eu une rupture avec le faux self, c'est que j'étais carrément plus du tout là. J'étais vraiment un fantôme de moi-même. Mais pas pour les autres, hein. C'était pas l'aspect sacrifice dont on parlait au début. C'est vraiment où je sentais que rien n'était acceptable, hein. Ni le corps, ni mes pensées, ni mes émotions. Enfin, voilà, j'avais plus vraiment d'existence à l'intérieur. Euh, donc du coup, voilà, j'ai enlevé j'ai eu le sentiment un peu d'être dans une bulle et puis de percer la bulle de manière assez violente, mais j'ai vraiment eu ce ressenti-là. Tu dis de manière assez violente, ça se caractérise comment? Euh, Moi, j'ai eu beaucoup de cauchemars, j'ai eu des moments d'angoisse intense parce que moi, c'était faire face au rejet. Et puis, en même temps, accepter toutes les émotions comme étant ni bonnes ni mauvaises, mais juste être un signe de vie. Et puis j'écrivais beaucoup à l'époque, donc enfin, heureusement, ça m'a maintenu dans le ici et maintenant. Où j'écrivais beaucoup mon ressenti. J'avais un prof de français qui nous avait fait faire de l'écriture automatique. Puis vraiment, c'était un superbe cadeau. Alors j'ai retenu aussi que tu avais peut-être l'élan de vouloir tout montrer de toi, mais que dans ta quête de la sincérité, tu étais amené à montrer simplement celle qui était là, sur le présent, pour justement être dans le ici et maintenant. Et je trouve que c'est un élément de sagesse, finalement, d'accepter peut-être la frustration de ne pas pouvoir te montrer tout de suite intégralement, laisser le temps à te laisser découvrir, avec le temps que ça nécessite et l'investissement de temps des uns et des autres, mais que après tout, pour être au plus proche de soi, euh, prendre justement la part de bon, voilà, on a déjà ça ici et maintenant, c'est cette part-là aujourd'hui, c'est ce moral-là, c'est cette énergie-là, c'est cette envie-là. Je trouve ça très sage et je te remercie de l'avoir partagé, vraiment. Merci. Ah, ça fait du bien Merci à d'être toi. entendu. Bah, c'est l'idée aussi de passer à la fin, accepter totalement, vous avez parlé de subjectivité, d'objectivité, accepter totalement le côté subjectif de ce que je vais retenir moi, puisqu'évidemment c'est ce qui résonne vers moi, mais c'est aussi, je trouve, une façon, et plutôt une belle façon, puisque moi j'ai été en écoute, de voir que ce qui a été dit par les invités a été entendu et si possible le moins déformé ou interprété possible. Donc merci de me faire ce retour, ça me touche. Ah, c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup Christine pour ta confiance, pour cet échange très vivant, sincère, riche, humain et dense. Les liens pour accéder à ton travail sont disponibles sous cette vidéo. Je te remercie vraiment beaucoup pour ta générosité, pour avoir accepté mon invitation, c'était trop chouette. Merci à toi. Et puis j'aimerais également remercier Gaëtan pour son aide précieuse, son soutien indéfectible et son esprit de synthèse. Et enfin, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réagir dans les commentaires, à t'abonner bien entendu, et surtout, n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!